Nous sommes en Syrie, vers 1140, au plus beau temps des États latins, des croisés. Et voici qu'un médecin arabe chrétien, du nom de Thabit, est appelé auprès des Francs pour plusieurs consultations urgentes. À son retour chez les siens, il raconte. Voici. On a fait venir devant moi un chevalier, franc, pour un abcès qui lui avait poussé à la jambe. J'ai appliqué au chevalier un petit cataplasme, son abcès s'est ouvert et a pris bonne tournure. J'en étais là, quand survint un médecin franc qui dit « Oh, cet homme est incapable de les guérir !» Puis s'adressant au chevalier, « Que préfères-tu ? Vivre avec une seule jambe ou mourir avec tes deux jambes ?» J'aime mieux, répondit le chevalier, vivre avec une seule jambe. Qu'on m'amène, dit alors le médecin franc, un chevalier robuste avec une hache tranchante. Chevalier et hache ne tardèrent pas à paraître. J'assistais à la scène. C'est toujours notre médecin arabe chrétien qui raconte. Le médecin étendit la jambe du patient sur un billot de bois, puis dit au chevalier « Abat-lui la jambe avec la hache, qu'un seul coup la détache. » Sous mes yeux, le chevalier assena un coup violent, sans que la jambe se détachât. Il asséna au malheureux un second coup, à la suite duquel la moelle de la jambe s'écoula, et le chevalier expira sur l'heure. J'ai alors demandé si mes services étaient encore réclamés, et après avoir obtenu une réponse négative, je revins, ayant appris à connaître de leur médecine, ce que jusque-là j'avais ignoré. En un sens, cette histoire est banale. Elle raconte la concurrence entre deux praticiens appelés au chevet des mêmes malades et en désaccord sur la thérapeutique à expliquer. Mais, nous l'avons noté, de ces deux médecins, l'un est franc, l'autre est arabe, et l'histoire devient alors moins banale, car elle révèle la distance entre deux hommes que tout sépare, la langue, la culture, la formation, le savoir. D'un côté, une médecine franque, au diagnostic peu sûr et au traitement pour le moins expéditif. De l'autre, une médecine arabe, forte de ses traditions anciennes, de sa thérapeutique, appuyée sur le recours à la diététique et à la pharmacopée. Eh bien, c'est de cette médecine et de cette pharmacopée arabe qui ont brillé entre le 8e et le 13e siècle que nous nous proposons de vous entretenir ce soir. Mais tout d'abord, une petite précision si vous le voulez bien. Une explication en effet s'impose. Qu'entendons-nous par médecine et pharmacie arabe? Non pas la médecine et la pharmacie des Arabes au sens ethnique de ces termes, mais tout simplement les savoirs consignés dans les traités rédigés en arabe, dans un monde très vaste. Vous avez une carte sous les yeux qui s'étend, pour faire bref, de l'Indus à l'Atlantique. Monde où l'arabe était, au moins jusqu'au XIe siècle, la principale langue de culture, et où brillaient de grands centres comme Bukhara, Raï, Ispahan, Bagdad, Damas, Le Caire, Kérouan ou encore Cordoue, pour ne citer que les plus importants. On pourrait aussi, je vous l'accorde bien volontiers, parler plutôt de médecine islamique ou de médecine musulmane, dans la mesure où cette science se déploie dans des pays musulmans, au sens, disons, dans les pays d'islam. Mais cette désignation de médecine islamique ou de médecine musulmane, tout comme celle de pharmacie arabe ou de pharmacie musulmane, sont ambiguës, car elles conduisent à négliger le rôle important joué dans l'essor de ces sciences par des savants non musulmans, et surtout car elles laissent entendre que l'islam, en tant que religion, aurait profondément imprégné ces disciplines, ce qui ne fut pas le cas, du moins dans les premiers siècles. En effet, les premiers traités médicaux rédigés en langues arabes apparurent à la fin du 8e siècle, et ils apparurent en même temps que s'effectuaient les premières traductions en arabe de textes médicaux grecs.
Ses premiers travaux, proprement arabes, traduction de textes médicaux grecs ou rédaction de traités originaux, sont surtout le fait de savants chrétiens, de langue et de culture syriaque, mais aussi très largement arabisés. Un excellent exemple de ce temps du passage de l'héritage grec au monde arabe par l'intermédiaire du syriaque nous est offert par cette grande figure, Hunayn ibn Ishaq, qui vécut de 808 à 873, un chrétien de Mésopotamie, de langue et de culture syriaque, mais très largement, et connaissant aussi parfaitement l'arabe. De l'œuvre de Hunayn ibn Ishaq, je voudrais que l'on s'arrête un instant, si vous le voulez bien, sur cette page d'un manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale de France. Il s'agit d'un traité de Galien, intitulé habituellement des Sectis, donc une histoire des principales sectes ou écoles médicales, traité qui a été traduit donc du grec en syriaque, puis du syriaque en arabe, par Hunayn ibn Ishaq. Sous vos yeux, vous avez une reproduction de la première page d'un manuscrit de ce texte qui a été copié au XIe siècle. Donc, et ce manuscrit a été un manuscrit de travail de grands médecins, puisque sur la page de couverture, vous avez l'équivalent de ce qu'on appellerait dans nos bibliothèques occidentales un ex-libris, une marque de possession. Ici, en effet, entouré de ce rond vert, c'est une marque de possession. Évidemment, vous allez me faire confiance, parce que je pense que de si loin, vous ne pouvez pas la lire, même si vous connaissiez l'arabe. Il s'agit d'une marque de possession du célèbre Avicenne, Ibn Sina, Fiyad, Hussain, Ibn Sina, etc., qui est daté de 407 de l'Hégire, c'est-à-dire 1016-1017. Et ensuite, ce manuscrit a continué à être utilisé par des médecins, notamment par un autre qui a aussi indiqué sa marque de possession, Ali ibn Ibrahim, qui était, dit-il, dans cette marque que j'ai entourée, médecin dans le grand hôpital du Caire, le fameux Bimaristan al-Mansouri, qui a été fondé dans cette ville en 1284. C'est grâce à cette entreprise de traduction aux exigences scientifiques toutes modernes, que l'œuvre de Galien fut très largement connue, diffusée, commentée dans le monde arabe. Mais pas seulement Galien, aussi tous les grands traités médicaux grecs d'Hippocrate et de bien d'autres que je ne prends pas le temps d'énumérer, sauf à mentionner en passant, mais plus qu'en passant sans doute, l'ouvrage de botanique de Dioscoride, dont Mernaz Katouzian nous reparlera bien entendu dans un instant comme l'un des fondements de l'essor de la pharmacopée arabe. Aux côtés de l'héritage grec, qui donc pénètre dans la culture arabe au 8e siècle, au 9e siècle principalement, la médecine et peut-être encore plus la pharmacopée ont intégré d'autres héritages, notamment indo-persans, là encore par le biais de la traduction de traités, notamment de traités venus de l'Inde par l'intermédiaire de la langue pelvi. La médecine arabe que nous connaissons à travers les très nombreux traités médicaux, des centaines ou plutôt des milliers de textes qui sont parvenus jusqu'à nous, donc dans ces traités qui étaient rédigés en langue arabe, dans ces traités, la médecine nous apparaît d'abord comme une médecine très largement héritière de la tradition grecque. Une tradition médicale grecque, hippocratique et galénique, qui repose principalement sur la conception aristotélicienne. Conception aristotélicienne qui est illustrée ici. Bon, le titre en haut dans le cartel rouge est peut-être un peu lisible. Il est simplement écrit « La théorie des humeurs dans la médecine gréco-arabe ». Selon ce qu'on appelle donc couramment la théorie des humeurs, mais qui est en réalité une physique et une physiologie beaucoup plus complexes, selon cette théorie, donc, chaque corps terrestre procède de 4 éléments. Le feu, en haut à gauche sur ce tableau, l'air, en haut à droite, la terre, en bas à gauche, et l'eau, en bas à droite.
Ces quatre éléments sont tantôt en état d'alliance, comme par exemple l'eau et la terre, tantôt en état d'opposition, comme par exemple l'eau et le feu. Chacun de ces éléments est composé d'un couple de qualités primaires. Le feu procède de la sécheresse et de la chaleur, l'air procède de la chaleur et de l'humidité, l'eau procède de l'humidité et du froid, et enfin la terre procède du froid et de la sécheresse. À partir de ces bases très élémentaires dans la physique d'Aristote, les savants grecs puis arabes ont admis que tous les corps vivants étaient composés de 4 humeurs. Humeurs, non pas dans le sens contemporain de nous sommes ou non de bonne humeur, mais humeur pris dans son sens, dans le sens de liquide organique, pour faire un peu bref. Quelles sont ces 4 humeurs? Regardons à nouveau le tableau. La bile, qui procède du feu et qui a pour siège le foie. Le sang, qui procède de l'air et qui a pour siège le cœur. Le flegme, qui procède de l'eau et qui a pour siège le cerveau. Et enfin la trabile, qui a pour siège la rate et qui procède de la terre. Ces 4 humeurs constituent en quelque sorte les matériaux du corps humain. Mais la présence plus importante ou moins importante de l'une de ces humeurs caractérise chaque organe, mais aussi chaque individu, chaque saison, chaque âge de la vie. Chaque individu, notamment, je vous l'ai dit, et chaque individu a donc un tempérament qui lui est propre, c'est-à-dire, on dirait une complexion, un mélange d'humeurs qui lui est propre, et de manière, disons, assez, là encore, ce tableau est assez simplificateur, mais je pense éclairant, regardons-le une dernière fois. Disons, pas un excès, mais une plus grande importance de la bile entraîne un tempérament bilieux. Et d'une manière générale, la bile domine en été. Le sang, l'importance plus grande, une part plus grande de sang va entraîner un tempérament sanguin, et le sang est l'humeur qui domine au printemps. Une part plus grande de flegme va entraîner un tempérament lymphatique, et le flegme est l'humeur qui domine en hiver. Vous retrouvez bien entendu aussi par là le rythme des saisons et de la nature. Et enfin la trabile, qui entraîne un tempérament, disons, dont l'importance entraîne un tempérament, crée un tempérament mélancolique, domine en automne. Juste une petite remarque en passant. Si, et je le redirai dans un instant, cette physiologie est aujourd'hui considérée comme entièrement fausse, nous avons quand même gardé dans notre vocabulaire et peut-être même dans notre approche de la psychologie humaine des souvenirs de cette théorie gréco-arabe, puisque l'on dira volontiers de telle personne facilement nerveuse que c'est un sanguin, ou d'un autre qui est facilement un petit peu dépressif, on dira il a un tempérament mélancolique. Revenons à la médecine. La bonne santé résultait du bon équilibre. Et le mot ici, pardonnez-moi d'insister, est essentiel. Toute cette médecine gréco-arabe, et peut-être plus encore cette médecine arabe, repose sur cette notion d'équilibre. La bonne santé résultait donc de l'équilibre, c'est-à-dire d'un mélange en juste proportion des humeurs. Juste proportion, cela ne veut pas dire une proportion égale pour chaque individu. Cela dépend de son tempérament initial, ça dépend de la saison, cela dépend de l'âge de la vie, ça dépend de ses activités. Donc c'est à chaque individu, avec l'aide de son médecin, de trouver quel est le juste équilibre auquel il doit demeurer pour rester en bonne santé. Le rôle du médecin est donc d'abord d'aider chaque homme à maintenir cet équilibre et ainsi à conserver la santé. Mais aussi, le rôle du médecin est d'aider l'homme à rétablir cet équilibre. Si cet équilibre venait un instant à être rompu, car c'est le déséquilibre des humeurs qui est source de maladie. Soit un déséquilibre
propre à un organe, donc il va y avoir une maladie de cet organe, soit un déséquilibre, j'allais dire général, et donc une maladie qui affecte l'ensemble du corps. Bien entendu, cette physiologie est totalement fausse. Mais elle est, disons, soulignons simplement qu'elle a exercé une influence prépondérante sur la médecine dans le monde arabe jusqu'à l'introduction de la médecine moderne, européenne, et sans doute même encore au-delà. Cette physiologie continue à être très présente dans la tradition médicale, par exemple, en Inde, et en Occident. Elle est restée prépondérante jusqu'au XVIIIe siècle. Il suffit de lire Les malades imaginaires de Molière pour retrouver tout ce vocabulaire, même si il est tourné en dérision. Donc une physiologie qui a dominé très longtemps la médecine depuis, on va faire très bref, d'Aristote à Molière. Je reconnais que c'est un petit peu hardi comme parcours, mais une physiologie qui est totalement fausse, assurément, mais aussi, et c'est là un point essentiel et qui peut, dans une cité des sciences, nous conduire à réfléchir, une physiologie qui, bien que fausse, a de très heureuses conséquences. Car elle fonde la médecine et aussi la pharmacologie, on le verra dans un instant, comme science. En effet, vous l'aurez deviné, cette conception, ce qu'on appelle très rapidement cette théorie des humeurs, induit une démarche rationnelle face à la santé et plus encore face à la maladie. En effet, les maladies ont une cause, le déséquilibre des humeurs. Les médecins ne vont pas chercher au-delà du déséquilibre des humeurs s'il y a une cause première qui peut relever de Dieu. Ils s'en tiennent, si je puis dire, à cette cause immédiate ou seconde qui est le déséquilibre des humeurs. Donc il revient aux médecins d'identifier ce déséquilibre, donc de porter un diagnostic, et de corriger ce déséquilibre donc par la thérapeutique. Identifier la maladie, cela signifie notamment interroger le malade sur ses antécédents, sur son mode de vie, pour déterminer justement quel est son équilibre humoral normal, inspecter les urines, palper le pouls, observer les symptômes, et ainsi donc rechercher les causes de la maladie. Et après avoir porté un juste diagnostic, suggérer une thérapeutique qui tienne compte du patient, de son tempérament, de ses habitudes alimentaires, de ses maladies. Pour vous en donner un exemple, ici, vous avez une belle page qui nous reproduit un manuscrit arabe du XIIe siècle d'un traité médical d'Ibn Jazla, qui était un médecin qui a vécu à Bagdad au XIe siècle. Et cette page concerne les maladies de la cornée. Vous avez donc ici en arabe indiqué les maladies de la cornée. Dans la colonne de droite, voilà, vous avez la mention de 4 de ces maladies. Ici, la protubérance, donc de la cornée. Ici, le creusement. Ici, l'écoulement de pus dans la cornée. Et enfin, l'écorchure de la cornée. Pour chacune de ces maladies, donc sous une forme de tableau assez facile, disons, à mémoriser pour un médecin, vous indiquez la cause, puis les symptômes, puis le traitement suggéré, en distinguant, c'est pour ça qu'il y a 2 colonnes, le traitement royal et le traitement normal, ce qui laisse entendre qu'il pouvait y avoir, je vais dire, une distinction sociale dans la manière de pouvoir traiter le malade, notamment en fonction de son mode de vie. Et enfin, dans les dernières colonnes, sont indiquées les fréquences de ces maladies en fonction de la complexion, enfin du tempérament, de l'âge, de la saison et du lieu.
J'ajoute juste que les petits dessins qui sont au milieu, qui ont évidemment attiré en premier votre attention, ont été ajoutés ultérieurement par un possesseur sans doute facétieux. Ils représentent de manière très rudimentaire les organes et ils n'ont aucun rapport avec le tableau, comme le prouve la comparaison de ce manuscrit d'Ibn Jazla avec d'autres manuscrits du même traité. On a donc ici, si vous voulez, de même exprimé de manière visuelle, sous la forme de tableau, cette démarche rationnelle face à la maladie. J'ai pris l'exemple d'un tableau concernant les maladies de la cornée, parce qu'en effet... Excusez-moi. Parce qu'en effet, l'ophtalmologie a été l'une des spécialités les plus développées dans le monde arabe médiéval, sans doute en raison de la fréquence des maladies des yeux et notamment de la cécité dans ces régions. Cette ophtalmologie s'appuie sur une certaine connaissance de l'anatomie de l'œil, illustrée ici par un schéma des différentes tuniques de l'œil, mais aussi sur une réflexion qui relève plus de la physique et des mécanismes de la vision. L'exemple de l'ophtalmologie nous permet néanmoins de souligner que d'une manière générale, dans la médecine arabe se fonde sur une physiologie très subtile, beaucoup plus subtile que le tableau que je vous ai commenté tout à l'heure, sur disons, cet ensemble, ce lien subtil entre les humeurs, les complexions, les tempéraments, les forces, mais en revanche repose sur une anatomie assez élémentaire et qui ne représente guère, à quelques exceptions près, de progrès par rapport aux connaissances que, par exemple, pouvait avoir Galien. Je vous ai dit que cette conception physiologique, ces conceptions étaient fausses, mais qu'elles induisaient une démarche rationnelle face à la maladie et qu'elles n'excluaient pas, bien au contraire, de remarquables réussites thérapeutiques dont je voudrais vous donner un exemple, emprunté à un traité médical rédigé par un praticien de Bagdad du Xe siècle. La première fois, dit-il, que j'eus l'idée de modifier le traitement de la paralysie fut lorsque cette maladie atteignit le cheikh Abou Ali ibn Zara. Celui-ci était un homme maigre, à l'esprit vif, sédentaire, passant son temps à étudier, à traduire, à écrire. Il aimait les mets épicés et piquants, les salaisons et les condiments à la moutarde. Vers la fin de sa vie, il travaillait à la rédaction d'un traité sur l'immortalité de l'âme, auquel il avait réfléchi pendant des années. Il s'était également essayé au commerce avec les Byzantins. Or, il avait des ennemis parmi les marchands syriens qu'il avait plusieurs fois desservis auprès du sultan et ses biens furent confisqués. En raison donc, commente notre médecin, de ces contrariétés, de l'échauffement de sa complexion originelle, vous retrouvez bien donc ce déséquilibre des humeurs, des désordres dus à son alimentation, trop de mets chauds, on va dire, de l'effort pour réfléchir à son ouvrage, il fut atteint par une crise aiguë d'hémiplégie. Du fait de sa science, il était tenu en grande estime. Aussi, des médecins notables vinrent auprès de lui. Tous s'employèrent à le soigner selon la méthode enseignée dans les livres des anciens, c'est-à-dire je commente, considérant que l'hémiplégie procède, disons, d'une forme de paralysie qui procède d'un excès de froid et qu'il faut donc soigner en administrant des médicaments chauds. Mais, poursuit ce médecin, je pris la parole pour m'opposer à ce qu'ils proposaient et leur signifier qu'ils étaient dans l'erreur. Car cette hémiplégie était survenue à une personne au tempérament chaud, il fallait donc la traiter par des médicaments émollients, ce que je fis. La médecine régressa et le malade retrouva la santé. Et on verra tout à l'heure avec Mernaz comment ces théories se sont développées et affinées dans les traités de pharmacologie. Cette conception de l'homme, de sa santé et de sa maladie, induit une conception globale de l'homme qui est saisie à la fois dans sa constitution propre, dans son mode de vie, dans son environnement. Ce que, disons-le, là encore, en quittant un instant le terrain de la médecine arabe, ce qu'une médecine moderne a parfois, peut-être souvent, tendance à oublier au profit d'une spécialisation, et il faut le dire aussi, d'une efficacité extrême. Donc, la médecine arabe fait une large place
à côté des choses naturelles, c'est-à-dire propres à la nature de l'homme, entendons la physiologie que je viens de résumer et l'anatomie. Donc, à côté des choses naturelles, cette médecine arabe fait une large place aux choses qu'elle appelle non naturelles. Ça ne veut pas dire extra-naturelles, ça veut dire qui ne sont pas, qui sont extérieures à la nature de l'homme et qui relèvent en fait de ce que nous appellerions aujourd'hui l'hygiène ou l'environnement, à savoir l'air, le mouvement et le repos, enfin l'exercice physique, l'activité physique, les bains, la nourriture et la boisson, l'équilibre entre veille et sommeil, l'évacuation, la modération, une modération qui est une modération équilibrée dans le plaisir, y compris le plaisir sexuel, mais aussi dans les passions, la colère, le chagrin, etc. Vous avez ici une très belle page d'un traité écrit par Ibn Boutlan au XIe siècle, le tableau de la santé. Ibn Boutlan est en effet l'auteur d'un traité sur l'art de conserver la santé. C'est plutôt un traité, disons, de diététique et d'hygiène qu'un traité médical à proprement parler, disons, ne vise pas à soigner les maladies. Ce traité se présente sous la forme de 40 tableaux. Vous avez un exemple sous les yeux, et d'où son titre de tableau de la santé. Et pour dans chacun de ces tableaux sont énumérées toutes les choses non naturelles. Je ne prends pas le temps de le commenter, ça nous entraînerait trop loin. Et la manière donc de conserver la santé par un juste équilibre dans ce domaine, disons, on va dire, de l'hygiène et de l'environnement, mais aussi et surtout de la diététique. En effet, le régime alimentaire tient une très large place dans cette médecine arabe, dans l'art de conserver la santé, et même, en cas de maladie, dans l'art de retrouver la santé. Car les aliments, tout comme les drogues dont on parlera tout à l'heure, car les aliments procèdent eux aussi de ces qualités de froid, de sec, de chaud et d'humide. Et ces aliments sont donc conseillés en fonction de la nature de la personne, de sa force, de son âge, de son tempérament, de son activité, mais aussi de la saison, du pays, etc. Et donc, un ouvrage comme celui d'Ibn Boutlan développe très longuement des conseils quant au... énumère un certain nombre, disons, d'aliments de base et les conseils en fonction de tous ces éléments que je viens d'évoquer. Quand survient la maladie et que le diagnostic a été porté, le premier recours du médecin est l'application d'un régime alimentaire approprié, qu'on appellerait dans l'Europe ancienne une diète, non pas au sens de supprimer tout médicament, mais tout aliment, mais de suivre un régime alimentaire. Ce régime alimentaire approprié est destiné à corriger le déséquilibre. Et dans ce même traité d'Ibn Boutlan, évidemment, toutes les indications données concernant les aliments sont de très grande utilité. Et c'est seulement si le régime alimentaire s'avère, disons, insuffisant, ou si on pense qu'il est impuissant pour rétablir l'équilibre, que le médecin va faire appel aux drogues, selon les mêmes principes que Mernaz nous expliquera dans quelques minutes. La chirurgie ne vient qu'en dernier recours et est en général peu apprécié des médecins arabes, même si on a, comme vous en avez un exemple sous les yeux, de très intéressants traités de chirurgie. La chirurgie était surtout réservée, disons, au cas de blessures, d'injures extérieures faites au corps humain. Et vous avez ici de très jolis scies, différents modèles de scies destinés à l'amputation, essentiellement après des blessures de guerre. D'autres opérations pouvaient avoir lieu, notamment l'ablation de quelques tumeurs, et aussi, ce qui est plus connu, l'opération de la cataracte, qui était couramment pratiquée.
et avec des chances de succès réels à en croire un certain nombre de récits. Néanmoins, la grande limite de la chirurgie était évidemment la difficulté, pour ne pas dire de lutter contre les infections. Et en général, ceux qui pratiquaient les opérations étaient non pas les médecins, mais plutôt des praticiens itinérants et peu formés. Par rapport à la médecine grecque dont elle est l'héritière, nous l'avons vu, la médecine arabe se distingue, me semble-t-il, par les très grandes qualités d'observation que reflètent les traités arabes. Ici, une page, ou deux pages plutôt, une double page, d'un grand traité, plutôt d'un traité médical d'un des très grands médecins arabes, Razi en arabe, devenu Rhazès en Occident. Et l'une de ses œuvres, on en fera une autre tout à l'heure, l'une de ses œuvres est le Kitab al-Hawi. C'est un titre qui est tout à fait magnifique, cela signifie le livre qui contient tout. Et en fait, ce livre donne une description exhaustive de toutes les maladies qui sont énumérées en 12 chapitres de la tête aux pieds. Et pour chacune de ces maladies, Rhazès cite tous les auteurs anciens, grecs mais pas seulement, disons tous les auteurs anciens. Et ensuite, il confronte, disons, ces citations des auteurs anciens à ses propres observations. Et Razi est sans doute un des médecins qui a porté à son plus haut degré la qualité, disons, d'observation clinique. Et en particulier, on lui doit des pages justement célèbres de description de la variole. Donc, les cas cliniques de Rhazès, qu'on trouve dans le Kitab al-Hawi ou dans d'autres de ses ouvrages, sont d'une très grande justesse et perspicacité. Plus que les traités médicaux grecs, les traités médicaux arabes nous apparaissent ainsi comme tournés vers la pratique ou surtout appuyés sur une pratique remarquable et sur l'observation. L'autre grand médecin arabe, un autre grand médecin arabe dont on a déjà évoqué le nom tout à l'heure, c'est bien sûr Avicenne, en arabe Ibn Sina, qui a vécu de 980 à 1037 et dont ici une miniature persane nous le montre au chevet d'un malade. Dans le canon, la principale œuvre d'Avicenne est une encyclopédie médicale qui porte pour le titre de canon, c'est-à-dire la règle en matière de médecine. Et ce canon est organisé en 5 grands livres. Un premier livre qui nous présente les connaissances théoriques fondamentales en matière de physiologie, celle que je vous ai exposée tout à l'heure, mais bien sûr présentée là de manière beaucoup plus approfondie, et aussi d'anatomie, de nosologie, d'hygiène et de thérapeutique. Un deuxième livre nous livre l'inventaire, livre donc du canon, deuxième partie sur du canon nous donne l'inventaire de 760 médicaments simples, classés par ordre alphabétique. Le troisième livre, un petit peu comme le Kitab al-Hawi de Rhazès, traite des maladies, classées de la tête aux pieds, mais cette fois d'une manière différente pour chacune d'entre elles, anatomie, pathologie, thérapeutique, selon les principes du premier livre. Le quatrième livre traite non plus des maladies qui affectent une partie du corps, mais des maladies qui affectent l'ensemble du corps. Et enfin, le cinquième livre nous donne en détail les recettes et les méthodes pour préparer les différents médicaments composés. Vous le voyez donc dans les traités médicaux, le canon, mais bien d'autres que je n'ai pas le temps de mentionner, on trouve toujours cette partie théorique, physiologie principalement, les fondements physiques donc évoqués, et une partie pratique, même si, selon les auteurs, selon les savants, le rapport entre théorie et pratique est souvent plus complexe que ce que je viens d'évoquer et varie. Une autre caractéristique de cette médecine arabe qui la distingue de la médecine grecque, même si on trouve déjà cela dans la médecine grecque, et qui peut être plus déconcertant pour notre esprit moderne, c'est le recours à des formes savantes d'astrologie et de magie. En effet, nombre de savants arabes partagent avec d'ailleurs déjà avec... partagent, disons,
l'idée d'une fondamentale, d'une correspondance entre le monde lunaire, c'est-à-dire le nôtre, hein, et le monde sublunaire, c'est-à-dire le monde des planètes au-delà de la Terre et de la Lune. Cette idée, bien sûr, est déjà présente chez Aristote et Hippocrate, mais elle est très largement développée chez un certain nombre de savants arabes. À savoir donc que pour eux, tout événement qui se produit dans le monde sublunaire, dans la société humaine, chez l'homme, et même dans la nature, est le résultat de l'influence des rayons qui émanent des planètes et des étoiles. La médecine arabe a précisé d'une manière extrêmement intéressante et parfois très savante ces rapports entre planètes et corps humain. En effet, chaque partie du corps humain correspond à un signe du zodiaque, d'où cette très belle représentation qui là n'est pas, disons, savante, mais qui est en tout cas très imagée de cela, sous la forme de ce qu'on appelle traditionnellement l'homme zodiaque. Le bélier pour la tête, le taureau la gorge, les gémeaux pour les bras, le cancer pour les poumons, le lion pour le cœur, la vierge pour le foie, mais la vierge est représentée selon la tradition arabe par un jeune homme, la balance pour le ventre, le scorpion pour les organes génitaux, la sagittaire pour les cuisses, le capricorne pour les genoux, le verseau pour les jambes et enfin les poissons pour les pieds. De même, à chaque étape de la vie est dominée par une planète. Je n'ai pas le temps de les énumérer, mais je les ai là si vous avez cette curiosité. Et enfin, chacune des humeurs qu'on a présentées tout à l'heure est placée sous l'influence des planètes qui possèdent les mêmes qualités. Chaud, froid, sec, humide. Par exemple, Mars est chaud et aigu, renforce donc l'action des aliments chauds et aigus, comme par exemple les légumes piquants ou les épices comme le poivre. Et ces aliments seront plus efficaces en mars et ainsi de suite. On a donc la médecine doit donc prendre en compte ces éléments astrologiques pour déterminer les causes d'un certain nombre de maladies. Par exemple, Saturne est une planète qui va favoriser, c'est pas la cause, mais Saturne va favoriser des maladies comme la lèpre, la folie ou les maladies des pieds, parce que Saturne est une planète froide et sèche. Mais surtout, cette astrologie médicale va contraindre les médecins à tenir compte des périodes favorables pour chaque type de traitement. Ici est représenté un almanach de l'année 1439 qui a été rédigé en persan pour le sultan ottoman Mehmed II, mais qui est un bon exemple de ce que je dis là, c'est-à-dire que, par exemple, des traitements ou des opérations devront être effectuées en conjonction avec la planète et le zodiaque qui régissent la partie du corps correspondant. Cette astrologie médicale, comme on le voit, reste du ressort d'une approche savante du corps et de la maladie. Ce que j'entends par approche savante, c'est-à-dire une approche qui relève d'une réflexion rationnelle sur l'homme et l'univers. Mais il est vrai que cette conception a permis ensuite, quand je dis ensuite, on va dire pour faire bref, à partir du XIIIe siècle de notre ère, l'intégration dans des traités médicaux plus tardifs de pratiques plus proprement, disons, magiques, assez diverses, dont le but est de mobiliser ces forces occultes, et parmi ces forces occultes, les forces astrologiques. Car il est vrai qu'à partir du XIIIe siècle, les traités médicaux arabes sont devenus de plus en plus de simples recueils de recettes, dont le caractère scientifique s'estompe. Et pardon, j'ai perdu une page, mais c'est pas grave. Dont le caractère scientifique s'estompe et deviennent de plus en plus de simples, disons, énumérations de recettes médicales et relèvent plus, disons, de l'empirisme.
Ce serait très intéressant de suivre ainsi l'évolution de cette médecine arabe au-delà du XIIIe siècle son intégration dans la culture arabe, l'assimilation de traditions attribuées aux prophètes, et la naissance de ce que l'on a appelé à partir du XVe siècle la médecine du prophète, qui sont en fait des ouvrages qui sont plutôt des espèces d'ouvrages syncrétiques où on trouve un mélange de traditions proprement prophétiques, attribués au prophète Mohammed, mais aussi de conseils d'hygiène ou tirés de cette médecine savante, ou aussi de conseils en matière, disons, d'alimentation. Et on trouve, disons, le devenir de cette médecine arabe plus, disons, populaire n'est encore, disons, actuel, puisqu'il suffit d'aller à Paris, rue Jean-Pierre Timbaud, pour acheter des ouvrages de médecine du prophète qui relèvent de cette évolution que je n'avais pas prévu vraiment de traiter ce soir, mais simplement d'évoquer, car il est temps de revenir au siècle d'or de la médecine et de la pharmacie arabe entre le 8e et le 13e siècle, et de céder la parole à mon ami Mernaz Katouzian. Merci. Non, ensemble. Merci Françoise. Je reprends l'histoire donc à partir de 9e, 10e siècle intéressante où on a fini cette période de recherche et de traduction et on produit dans cette partie du monde des œuvres nouvelles. Les commandes sont des commandes que les princes, les mécènes, les gouverneurs font pour produire du nouveau, des nouvelles œuvres. Comme a dit Françoise, bien sûr, le cadre de cette médecine est la médecine galénique, mais nous allons voir que tout en conservant le cadre, la médecine et la pharmacie va faire des progrès. Nous allons voir ensemble comment. Je rappelle simplement quelques éléments importants dont Françoise a déjà parlé. C'est l'existence à cette période de livres. La bataille d'Atlac de 751 a permis la découverte du papier. Donc les livres à base de papier se sont propagés dans cet univers. Les mécènes sont nombreux. Les mécènes ne sont pas seulement les califes, mais n'importe quel vazir, n'importe quel gouverneur, n'importe quel homme politique important qui veut montrer son importance doit favoriser la progression des œuvres et l'écriture des œuvres. Et enfin, nous sommes dans un contrée géographique où il y a des grandes villes, des grandes cités. Nos savants, nos pharmaciens et nos médecins ne l'oublient pas, de notre auteur Rhazès du 9e siècle jusqu'à Ibn Khaldoun. Ils n'oublient pas, ces auteurs, de rappeler que la médecine et la pharmacie que nous avons là et dont nous traitons ce soir, c'est une médecine de grande cité qui exige des spécialisations, la conservation des produits, une très bonne hygiène, et on ne peut l'avoir, la présence des hôpitaux dont Françoise en a parlé, et on ne peut pratiquer cette médecine et cette pharmacie que dans ce cadre-là. Alors, Françoise vous a montré ce tableau à base des 4 qualités importantes, chaud, froid, humide. Je rappelle simplement que les qualités de simple, donc quand on dit simple, ça veut dire médicament simple, c'est un produit qu'on récolte tel que, un produit appartenant au règne végétal, animal ou minéral, qu'on récolte tel que dans la nature et on l'utilise. Donc nous appelons ça simple. Adwiye mofrada en arabe. C'est simple, à part ses caractères chaud, froid, humide et sec, avait d'autres caractéristiques. Un savant comme Averroès, Ibn Rushd, dans son livre Al-Kulliyat, il classe, comme ses prédécesseurs, ses qualités. Donc, il y a les qualités des médicaments à l'intérieur du corps. Par exemple, un médicament peut avoir la capacité d'absorber un gonflement. Un autre peut dissoudre des précipités quelconques. Et il classe ainsi 16 qualités. Les médicaments ont un autre type de qualité, et ça, c'est leur effet sur un organe donné. Donc, quand on parle d'un médicament,
à côté du médicament, on écrit, à part les caractéristiques chaud-froid, on ajoute beaucoup d'autres caractéristiques qui rentrent dans les détails d'activité de ce produit. Ces produits ne sont pas tous équivalents. Quand on prend deux produits, par exemple, qui sont chauds et humides et capables de casser les pierres contenues dans la vésicule biliaire, nous avons plusieurs catégories de médicaments qui peuvent avoir la même action. Et nous allons voir que nos médecins, tenant compte des tempéraments de chacun dont Françoise a parlé, arrivent et voient la nécessité parfois de donner à la même personne plusieurs produits ayant les mêmes effets. Parce qu'ils savent que selon les individus, le même médicament n'est pas porteur de la même efficacité. Quand on dit médicament, vous savez que nos cachets aujourd'hui sont dosés, donc ça doit vous faire penser à l'idée du poids et de mesure. C'est un problème qui est très difficile pour nous quand nous analysons les textes médicaux parce que le poids et la mesure n'étaient pas unifiés. Et leur unification avait été proposée par différents savants au XIIIe siècle, mais ça n'a pas été unifié. Donc, ça reste régional, local, et pour une relecture de ces textes, éventuellement, pour les recomposer aujourd'hui, ça pose un problème aux chercheurs qui abordent ces textes. Tout à l'heure, je ne les change plus, moi. Tout à l'heure, Françoise vous a parlé de ce traité de Dioscoride, savant de IIe siècle, qui a, premier siècle après Jésus-Christ, qui a mis dans un livre l'ensemble de ces simples provenant des trois règnes, végétal, animal et minéral. Ce traité a été très largement traduit et nous allons voir une des caractéristiques de cette civilisation. Le traité n'est pas traduit une fois, mais à maintes reprises. Il n'est pas seulement traduit, mais enrichi. Voilà, donc nous sommes là en train de parler de ces innovations. Le traité est traduit plusieurs fois. Pourquoi? Parce que ces auteurs sont critiques envers eux. Ils sont respectueux vis-à-vis des savants anciens, mais critiques envers eux et envers eux-mêmes. Donc un savant comme Ibn Juljul, déjà, à partir d'un peu avant l'année 1000, commence à retraduire ce traité et à l'enrichir. Et cela continue jusqu'au XIIIe siècle, au milieu du XIIIe siècle, par un autre savant andalou, Ibn Baytar, qui va toujours enrichir ce traité, et nous allons passer de 800 drogues à 1400 drogues. Qu'est-ce qui permet cet enrichissement de matière médicale? On peut évoquer, pour simplifier, simplement deux points. D'abord, la zone géographique. Nous sommes dans un contrée qui va de l'Indus à l'Andalousie. Donc le territoire géographique est enrichi et dans nos textes, nous voyons que nos savants, d'où qu'ils viennent, ils ne font pas abstraction des connaissances locales de leur région. Si on prend un savant comme Biruni, auteur de 10e, 11e siècle, nous voyons que ce savant s'intéresse particulièrement aux connaissances de sa région étant le Khwarazm à l'est de la mer Caspienne. Si on prend un savant comme Razi, si on prend un savant comme Ibn Baytar, ils font tous pareil. Ils s'intéressent aux médicaments utilisés dans leur contrée et un peu plus loin. Donc voilà, il y a cette richesse territoriale. Même si vous savez bien que l'empire est divisé, on a des gouverneurs, c'est plus un califat qui gouverne cet ensemble, mais ça ne fait rien. L'ensemble de ce territoire partage pour la langue savante, la langue arabe, la langue de communication scientifique reste la langue arabe, et nous avons des preuves que les manuscrits circulaient très très bien. Les documents scientifiques et les savants circulaient très très bien dans cette vaste contrée.
Un autre élément qui est intéressant de donner, c'est le progrès dans le domaine de l'alchimie. L'alchimie arabe est particulièrement intéressante parce qu'on a eu en parallèle et parfois par le même auteur 2 regards sur la matière. Un regard qui était un regard cosmologique, qui liait la matière au monde globalement, et puis un autre regard très pratique et pragmatique. Si je prends les textes qui appartiennent à l'école de Jabir un peu avant le IXe siècle, nous constatons qu'un homme comme Jabir essayait à travers l'alchimie de trouver la pierre philosophale, certes, mais il avait aussi des objectifs très pratiques et immédiats, par exemple, rendre imperméable un vêtement, par exemple chasser des mouches, par exemple capter des poissons, par exemple détruire l'arbre de l'ennemi, par exemple empoisonner éventuellement l'eau. Donc ça, c'est les préoccupations de nos chimistes aujourd'hui. Et ces 2 façons de penser, ça veut dire ces 2 utilités, ces 2 approches de cette science ont permis de faire de très grands progrès dans le domaine de l'alchimie. Donc je peux vous citer Al-Kindi, je peux vous citer Rhazès, qui est né en 865, mort en 925. Donc la chimie a beaucoup apporté, voilà, on revient à notre pharmacie, la chimie a beaucoup apporté à la pharmacie. Ce point est important sur le plan de la pharmacie et aussi pour l'histoire des sciences. Pourquoi? Chaque fois qu'on arrive à traverser, à casser les frontières entre les sciences et passer d'une science à une autre, ça veut dire qu'on s'est libéré des barrières posées précédemment. C'est à l'époque de Jabir, par exemple, qu'on ose distiller les cheveux. Et cela permet de fabriquer des poudres d'ammoniac. On ose travailler avec le plomb et utiliser ce plomb sur le corps humain. Donc on traverse les barrières et on utilise les produits fabriqués par l'homme cette fois-ci. Ce n'est pas un produit naturel. On ose utiliser des produits artificiels sur le corps humain. Voilà une innovation qu'il faut reconnaître. Et ces produits vont enrichir cette catégorie de livres qu'on appelle le livre des simples. Là, je vous donne l'exemple d'un des instruments essentiels en alchimie. Cet instrument a été en permanence amélioré. Là, vous retrouvez un trait de caractère. Je vous ai dit la même chose pour les textes. Je vous ai dit qu'on n'a pas simplement reproduit les textes, on les a commandés, on les a enrichis. Cet instrument qui est l'alambic a été en permanence amélioré. On a les traités d'Al-Kindi, savant du IXe siècle, on a les traités de Rhazès et ça continue jusqu'au XIVe siècle. On a une amélioration permanente de cet appareil. Alors, je vais vous donner 2 exemples de l'utilisation immédiate presque de ces appareils. Alors, un de ces exemples, c'est le camphre. Le camphre n'existait pas dans la pharmacopée traditionnelle. Le camphre arrive lorsque l'Empire s'agrandit de l'Asie, de l'Est de l'Asie, et nous voyons très bien, par exemple, là, j'ai un texte d'un savant philosophe Miskawayh qui est du Xe siècle, et ce savant parle d'un certain médecin qui est le fils de ce Sabet dont tout à l'heure Françoise a parlé. Ce médecin Sabet, alors Sabet, il y a eu au moins 4-5 Sabets célèbres. Hein. Donc moi je parle d'un des Sabets qui est mort en 976, tous savants et parmi eux certains médecins. Donc ce Sabet est obligé de soigner une des personnes que le roi a hélas torturées.
C'est un de ses vizirs. Donc, Sabet est appelé et il soigne la blessure avec ce nouveau médicament qui est le camphre. Donc, nous voyons que très rapidement, ces nouveaux médicaments rentrent dans l'usage courant. On ne les retrouve pas seulement dans les textes de pharmacie, on les retrouve également dans les textes historiens. Ce texte dont je vous cite, ça appartient à la littérature de adab, c'est-à-dire la littérature de culture générale, de la haute société de l'époque. Et je vous donne un autre exemple. Celui-ci est tiré du livre sur la goutte de notre savant Rhazès, 9e siècle. Et là, il nous dit « Le meilleur traitement pour une goutte d'origine biliaire consiste à un purgatif à base de myrobolan. » Voilà un produit qui arrive de l'Inde et nous voyons l'usage immédiat dans un texte médical. Donc, on a très rapidement l'emploi, aussi bien dans les livres de adab que dans les livres de pharmacie et dans les livres de médecine. Avec cet enrichissement de matière médicale et ces produits qui venaient ou de la fabrication de l'homme ou qui venaient des contrées très lointains, on est obligé de surveiller un peu tout ça. Et il y a un métier dont je fais simplement allusion, c'est le métier de police des pharmaciens. Ce n'était pas une personne qui s'occupait que de la pharmacie, il pouvait s'occuper éventuellement d'autres choses, par exemple vérifier l'écoulement de l'eau, la construction des ponts, mais cette personne devait aussi s'intéresser à tester la qualité des médicaments. Parce qu'on peut facilement tricher. Par exemple, à la place du safran qui est cher, on peut mettre du curcuma. Donc, bon, là, je donne un exemple où l'odeur est très forte, mais les exemples ne manquent pas. Pour arriver à tester rapidement, et ça c'est un point intéressant de pouvoir se mettre à la place aussi bien des pharmaciens que de ces polices de pharmacie. Pour arriver à tester, il fallait des outils. Aujourd'hui, on a l'infrarouge, les appareils de spectro, et puis je peux en citer, le dichroïde circulaire. Les appareils ne nous manquent pas pour nous décrire ce qu'on a entre les mains. Or là, il fallait rentrer avec quelques outils, de l'eau, du feu, bien sûr notre odorat, les yeux pour voir, notre goût, et puis de décider si un produit était bon ou pas. Et alors, il y a l'effet de brûler, par exemple. Lapis lazuli est souvent brûlé. Là, je me réfère à un muhtaseb, ça veut dire police des pharmaciens, qui s'appelle Cohen Attar, qui vivait en Égypte au XIIIe siècle. Donc, dans ce livre, par exemple, il utilise les caractéristiques d'un produit lorsque vous le mettez sur une goutte d'eau, ou le comportement d'un produit lorsque vous le mettez dans une solution, dans une huile quelconque, selon sa qualité de diffusion, selon la façon dont la goutte tombe, il jugeait si le produit était bon ou pas. Lorsque nous étudions ces textes en détail, nous voyons qu'il s'agit des gens qui avaient, comme a dit Françoise, une excellente qualité d'observation, beaucoup d'expérience et une connaissance de ce qu'aujourd'hui nous appelons les caractéristiques physico-chimiques des produits. Voilà pour ce qui est des simples. Nous allons parler maintenant d'une autre catégorie de médicaments qui sont les médicaments composés. Les médicaments composés, ce sont des produits qu'on fabrique en se servant de ces simples, en les ajoutant. Est-ce que les médecins de cette époque faisaient ça avec plaisir? Pas du tout. En général, si on part du 9e siècle jusqu'aux médecins du 14e siècle, en général, les médecins ont tout à fait conscience, et ça c'est un caractère scientifique important pour moi, ont tout à fait conscience de leur niveau de faiblesse et de méconnaissance de ce qu'un produit peut devenir dans le corps et l'effet que le produit peut provoquer dans un corps. Ils sont très conscients de ça. C'est pour ça que, comme a dit Françoise, ils préfèrent d'abord traiter les maladies par les aliments
Et c'est seulement quand ils n'arrivent pas, ils font appel au simple. Et encore quand les simples ne suffisent pas, ils font appel à un médicament composé. Et en général, avec beaucoup de précautions, même dans le cas d'un Averroès, savant andalou du XIIIe siècle, même dans le cas d'un Averroès qui a beaucoup d'admiration pour les médicaments composés. Mais à chaque ligne, il rappelle que les médicaments composés auraient été merveilleux si on savait prévoir tout ce qu'un médicament peut produire dans le corps et une fois qu'ils sont mélangés. C'est-à-dire, nous trouvons en permanence dans les textes des phrases qui nous rappellent le niveau de certitude qu'ils ont sur la limite de la connaissance. Alors, pourquoi on fait ces médicaments composés? Parce que parfois, on veut, par exemple, amener un médicament au bon endroit. Avicenne appelle de tels produits l'aile. Ça, il faut le voir, il ne faut pas l'imaginer dans la réalité, il faut le voir que c'est très logique de l'imaginer. Si on a un produit qu'on veut mener jusqu'au cœur, il faut protéger le produit. Ça, c'est des conceptions que nous avons conservées dans la pharmacie moderne. Hein, mais nous voyons que l'idée existe déjà. Donc, par exemple, dans le cas d'Avicenne, il associe ce produit à quelque chose qu'il qualifie de l'aile pour le médicament, pour l'amener à la destination qui est le cœur. Ça, c'est une des raisons, mais les raisons sont multiples. Tout à l'heure, je vous ai dit que le même simple pouvait avoir la même qualité pouvait être obtenue par différents simples. Comme a dit Françoise, on a conscience que le tempérament de chaque individu est unique. Chaque individu est un exemplaire unique. Et voilà le problème difficile du médecin. Chaque médecin doit découvrir le tempérament personnel de son médecin, ce qui est très délicat. Et donc, on mélange les médicaments qui ont le même effet pour augmenter les chances de produire l'effet désiré dans le corps. Ça, c'est une autre raison de ces médicaments, de la composition de ces médicaments. Nous avons vu tout à l'heure la préparation de vin. Peut-être que le mot vin vous étonne lorsque le titre de la conférence est la civilisation arabo-musulmane. Je reviendrai sur le vin, son rapport avec la société, avec les individus et avec les médecins tout à l'heure. Je continue dans ces préparations. Certaines de ces préparations coûtent très cher. Par exemple, si on prend l'exemple des thériaques, mais thériaque c'est un nom courant dont on est habitué, mais il y a des électuaires qui ont encore plus de composés que la thériaque. Et vous imaginez bien que le commun des mortels ne peut pas s'en procurer. Donc il fallait deux types de médicaments. Là, vous avez un texte que Françoise Michaud connaît très bien. C'est un livre sur la composition de la thériaque d'Andromaque. Mais, comme je vous ai dit, cette catégorie de médicaments peut coûter très cher. Donc, on prévoit d'autres types de médicaments composés pour le commun des mortels qui ne sont pas chers, souvent à base d'oxymel, ça veut dire du miel, du vinaigre, et puis quelque chose qu'on ajoute peu coûteux, qui convient aux maladies. Donc là, c'est le médicament simple du pauvre, de l'individu ordinaire de la société. Alors, comment on fait dans ces livres pour reconnaître les plantes? Nous avons montré des images avec des livres de simples avec des décorations magnifiques de plantes. Ces décorations sont souvent peu naturalistes et ils ont souvent un objectif uniquement pour faire beau. On reproduit en général les textes byzantins et c'est pas avec ça qu'on va reconnaître. Donc on utilise différentes astuces pour reconnaître un produit. Comme je vous ai dit, cet empire est vaste. On nomme pas les mêmes produits de la même façon. En plus, les plantes
varie d'une région à une autre. La même plante peut être petite. Vous connaissez par exemple les différentes variétés de menthe. C'est impossible de les reconnaître. Les tailles varient, la hauteur de la plante, la forme de la plante, les couleurs des fleurs varient. Donc, on utilise différentes astuces pour les reconnaître et ne pas se méprendre. Une de ces façons, c'est nommer la plante dans différentes langues. Donc, on nomme la plante en indien, en persan, en syriaque, en grec, en arabe, et ainsi de suite, et même des fois dans des langues locales de la région, en espérant qu'on diminue l'erreur du lecteur, du pharmacien et du médecin. Une autre façon, c'est donner le nom du produit qui peut remplacer. Donc il y a toute une catégorie, des corpus qui s'appellent les médicaments de remplacement. C'est quand vous n'êtes pas sûr de l'identification de votre plante, vous apprenez comment le remplacer. Cette tradition continue. Aurélie est beaucoup plus... Oui, mais après, vous l'avez mis après. Ça, c'est... Bon, Vous avez Rafiki, ça c'est un exemple. Voilà, un exemple, une illustration de plante qui sert uniquement à décorer et pas réellement à reconnaître. Voilà, et ça, cette habitude de nommer un produit dans différentes langues continue très tardivement. Là, je vous donne un exemple du XVIIIe siècle. Là, vous connaissez l'Empire britannique, commence à s'étendre dans le monde entier. Donc, cet auteur qui travaille entre l'Inde et la Perse, lorsqu'il traite du mot « l'eau », il donne le nom en différentes langues. Donc, il dit en persan, on l'appelle « ob », en indien, on l'appelle « pani » et en anglais, on l'appelle « water ». Donc, cette tradition de nommer un produit dans différentes langues continue au-delà de cette période jusqu'au XVIIIe siècle. Vous voulez revenir en arrière? Oui, voilà, c'est ça. Il y a le hammam encore avant. Non, puis il y a le hammam, vous n'avez pas fait. Voilà, on l'a pas fait. Et donc là, je ne sais pas où... Ah oui, d'accord. Alors, ces médicaments dont je vais retourner au vin. Le vin, vous en avez une autre. Voilà, c'est bon ça. Je vous ai dit qu'on a... D'accord. Que ces médicaments ont... dans la thérapie médicamenteuse, on utilise la synergie dans le traitement. C'est-à-dire qu'on associe différents types de médicaments pour avoir un effet efficace. On prévoit un médicament principal, mais à côté de ce médicament principal, il faut d'autres produits pour garder l'efficacité. Et souvent, ces produits qui accompagnent le médicament principal sont à base de vin chaud ou pas chaud, qu'on associe à diverses plantes. Alors là, je vais vous donner l'exemple d'un des... Ça va encore alors, le vin a un statut très particulier. D'abord, lorsque nous lisons ces questionnaires, les questions-réponses entre le médecin et le malade, comme Françoise a parlé, nous voyons que le médecin demande à son patient, et c'est écrit dans les livres, est-ce que tu consommes beaucoup de vin ou est-ce que tu es souvent ivre? Donc, ce n'est pas seulement boire un peu de vin, le médecin pose la question. Et c'est selon la réponse du patient que le médecin donne le traitement. Nous voyons ainsi que l'usage du vin dans la société n'était pas quelque chose d'extraordinaire, puisque même dans le livre de la goutte, avant de traiter le malade, le médecin dit il faut regarder le malade, s'il mange beaucoup de sucré, s'il mange beaucoup de gras, s'il s'enivre souvent ou pas. Donc c'est un point important. Voilà ça sur le vin. Mais il y a un autre point, c'est que l'état psychologique du malade est très important et du personne sain est très important. Là, je fais appel à Razès dans son livre adressé aux jeunes étudiants en médecine. Il dit qu'il ne faut
pas que le malade soit en dépression, ou la personne saine, pour garder sa santé, ne doit pas déprimer pour un sujet quelconque, la perte d'un enfant, la perte de sa bibliothèque, etc. Donc, parfois, il propose que s'enivrer de temps en temps dans un mois, c'est pas mauvais pour le moral, mais bien sûr, il donne des conseils. Il faut pas avoir la cirrhose, il faut pas que ça devienne une habitude. Et donc, ça, c'est écrit ici, c'est traduit en français, vous pouvez le lire. Donc, mais si, ça, c'est l'attitude du médecin. Si je prends Razès, Razès était aussi philosophe. Razès parle du vin dans un autre livre qui est La médecine spirituelle. Donc ça, c'est un livre de philosophie. Et là, il traite du vin avec plus de sévérité. Pourquoi? Parce que pour un philosophe comme lui, ce qui nous distingue des animaux, c'est notre raison. C'est ce qu'on a de plus haut à sauver. Et chaque chose qui altère cette raison, ça peut être la passion amoureuse, comme ça peut être le vin, c'est ce qui nous dégrade. Donc, il faut s'en préserver. Et c'est ainsi qu'il traite le vin. Il dit que le vin peut nous faire perdre ce qu'on a de plus précieux. Mais il ajoute en même temps, même dans ce livre-là, qu'on est des humains et on peut avoir des souffrances. Et dans ce cas-là, on peut faire appel. Mais voilà les différentes façons de traiter le vin dans différentes catégories de livres. Je ne sais plus où j'en suis. Je sais pourquoi, parce que j'ai un message. Alors, on a sauté le mais c'est pas grave. Voilà, ça c'est Razès. Ici, vous avez sous les yeux un livre de Razès qui a beaucoup circulé en Europe. Certains chapitres ont été... D'abord, les chapitres de ce livre ont été enseignés dans les universités à Montpellier, puis à Paris. Et le chapitre 9 sur les médicaments a fait l'objet de nombreux commentaires dans le monde latin. Alors voilà, ça va, je finis là. Non. Alors, je vais, pour terminer, vous parler pas des certitudes et des acquis et des innovations sûres, mais je vais vous parler d'un autre caractère scientifique de ces savants, qui est la manifestation de leur incertitude et l'idée qui se font du progrès. Nous retrouvons ces deux caractéristiques dans les œuvres de pharmacie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, chez Averroès, comme chez Razi, on trouve une conscience aiguë de la complexité de l'acte de soigner et de l'acte de composer des médicaments. Et cette conscience de difficulté est manifestée dans différents livres. Alors, où est-ce qu'on montre ces incertitudes? Je vous ai dit qu'on le montre dans les livres, mais il y a un lieu aussi, qui est un lieu très important pour les échanges scientifiques. Ça équivaut à nos colloques ou à nos réunions comme ce soir. Ces lieux s'appellent en arabe le majlis, ou les salons de discussion que les savants organisent. Nous avons de nombreux exemples de ces salons. Beaucoup de livres, par exemple comme celui-ci sur la goutte, sont commandés après un majlis. Et ce livre, par exemple, pour vous montrer l'importance des mécènes, c'est un cadeau qu'un prince fait à son père. Donc, ce cadeau consiste à commander un livre. Donc, vous voyez l'esprit, l'amour pour la science, l'amour pour la nouveauté à cette époque. Le lieu où on débat d'un sujet, les savants s'affrontent, c'est ces salons de discussion qui sont reflétés dans certaines catégories de livres. Il y a un autre endroit où les savants révèlent leurs doutes, et cela à partir de ce 9e, 10e siècle, et ces livres portent souvent le titre de doute. Et là, j'ai un exemple, mais ce n'est pas unique, il y a d'autres. Ça s'appelle le livre des doutes sur Galien. C'est écrit par Razès, donc au 9e siècle, et c'est là où le savant montre qu'il faut respecter les anciens, Galien, Hippocrate, Aristote, il faut respecter les anciens, mais la science ne s'arrête pas là. Il faut progresser. Voilà, le mot progrès, il faut avancer. La science est une accumulation
de connaissances. Mais nous voyons que notre auteur avait une idée très, très réelle de ce progrès. Il disait, dans l'introduction de ce livre, Rhazès dit « Le progrès n'arrive pas simplement avec l'écoulement du temps. Il faut travailler beaucoup. Il faut être un bon observateur pour voir, pour saisir l'innovation, l'élément nouveau qui apparaît. Ça, c'est pas rien. Hein. Quand on a fait une expérience, on voit que des fois, l'expérience est là et on ne le voit pas. Et troisièmement, et très important, et là, n'importe qui a fait la recherche le sent, il dit il faut avoir le courage d'exposer une idée nouvelle et ne pas avoir peur de ce qui est à la mode dans la société. Et je pense que là, Rhazès montre l'esprit de son siècle. Ça veut dire que c'est un siècle où on ose critiquer les anciens, mais on sait qu'on ne peut pas avancer sans la lecture des anciens, mais il faut accumuler les connaissances et garder cette qualité d'observation dont tu as parlé. Et Rhazès dit à ses étudiants, il faut toujours avoir un cahier personnel à vous, et ça nous le retrouvons dans différents livres, il faut avoir un cahier où vous notez vos observations personnelles. Je finis par un mot de la fin de ce livre qui va nous unir. C'est dans le dernier passage, dans le dernier chapitre de ce livre, Les doutes sur Galien, Razi nous dit « Toutes les langues du monde sont capables de l'expression scientifique. Il suffit de travailler et toutes les langues sont capables d'exprimer la science. » Merci.